Lisa et Michael Drobowolski habitaient à Lynchburg, en Virginie. Lisa, qui était originaire d'Australie, s'était installée aux États-Unis en juin 2000. Puis un ami lui avait présenté Michael, et ils ne s'étaient plus jamais quittés. Au début du mois de mars 2008, l'une de ses voisines lui raconta qu'elle communiquait avec les esprits grâce à une planche Ouija et qu'elle vivait des expériences fabuleuses. Lisa ne s'était jamais intéressée au spiritisme, mais l'histoire l'intrigua. Elle en parla à son mari, qui venait de perdre son père et qui se posait beaucoup de questions sur la vie après la mort. Et ils décidèrent d'essayer eux aussi. Quand la planchette se mit à bouger, ils en restèrent absolument stupéfaits. Michael et Lisa se prirent alors de passion pour le Ouija. Ils y jouaient 2 ou 3 fois par jour, sous le regard désapprobateur de Zach, le fils que Lisa avait eu lors d'un précédent mariage. L'adolescent voyait sa mère poser des questions personnelles au Ouija, et il trouvait qu'elle prenait ses réponses bien trop au sérieux. Il se servait de la planche Ouija depuis environ 1 mois, et il s'amusait toujours autant, quand Lisa demanda « Un esprit amical souhaite-t-il communiquer avec nous ?» La planchette glissa aussitôt sur le « non ». L'atmosphère venait de changer. Elle était devenue pesante, presque menaçante, et ils l'avaient tous les deux senti. « Qui est là ?» continua-t-elle d'une voix mal assurée. V, O, X. La planchette bougeait maintenant à toute vitesse. Ils étaient terrifiés. Leurs doigts l'effleuraient à peine, mais elle s'agitait dans tous les sens. L'esprit répéta son nom un nombre incalculable de fois. Puis, il déclara sa flamme à Lisa. Il lui dit qu'il l'aimait, que son mari avait de la chance de partager son lit, et se montrant particulièrement vulgaire, il lui fit toutes sortes de propositions indécentes. Michael et Lisa trouvaient ces propos inquiétants, mais ils laissèrent néanmoins leurs doigts sur la planchette. En fait, ils ne savaient pas vraiment comment réagir. Ils pensaient que l'esprit s'en irait à la fin de la séance, comme tous les autres. Mais Vox les prévint. « Vous ne vous débarrasserez pas de moi. » La planchette commença alors à faire un compte à rebours, désignant les chiffres les uns après les autres. 9, 8, 7, puis brusquement, elle accéléra le rythme. Et comme elle arrivait sur le 1, elle s'envola dans les airs. « Ça suffit !» murmura sèchement une voix. Paniqués, ils rangèrent précipitamment le Ouija dans sa boîte et, se promettant de ne plus jamais y toucher, ils l'enfermèrent dans un placard. Au cours des mois suivants, leur vie fut des plus paisibles. Peu avant Noël, Lisa apprit qu'elle était enceinte et, en juin 2009, elle mit au monde un petit garçon, Brody. Au printemps de l'année 2010, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Un jour, alors qu'elle était seule dans la maison avec son bébé, elle entendit des grincements à l'étage, comme si quelqu'un marchait sur le parquet. Pensant que son fils aîné était rentré sans qu'elle s'en aperçoive, Lisa l'appela à plusieurs reprises, en vain. Elle écouta un moment les bruits de pas, intriguée. Puis, elle s'avança lentement vers l'escalier. L'atmosphère était lourde, angoissante. Une fois au premier, elle se dirigea immédiatement vers la chambre de Brody. Elle avait l'impression de sentir une présence, mais quand elle se retournait, elle ne voyait jamais personne. Elle regardait l'enfant, qui dormait paisiblement dans son petit lit à barreaux, quand un claquement retentit derrière elle. Les portes du placard venaient de s'ouvrir, dévoilant des étagères remplies de jouets, de couvertures et de vêtements, mais rien d'autre.
Lisa examina longuement le placard et ses portes avant de redescendre, perplexe. Plusieurs mois s'écoulèrent, parsemés de petits incidents du même genre, puis la hantise prit une nouvelle ampleur. Un soir du mois de novembre, Michael et Lisa se trouvaient au salon. Ils étaient assis côte à côte sur le canapé, quand une détonation retentit juste entre eux. Michael en eut la chair de poule. Le lendemain, Lisa faisait la vaisselle, quand elle sentit une main tirer sur son chandail. Elle se retourna précipitamment. Mais personne d'autre qu'elle ne se trouvait dans la pièce. Quelques semaines plus tard, Michael venait de se préparer à manger quand une force lui arracha violemment son assiette des mains. Le plat traversa la pièce en volant avant de se fracasser contre un mur. Le jour de Thanksgiving, alors qu'il recevait des amis, tous les jouets de Brody se mirent en marche d'eux-mêmes. D'abord les électroniques, puis les mécaniques. Des petits trains, des voitures, des robots, etc. commencèrent alors à courir sur le plancher du salon, faisant du bruit ou de la musique. Ils semblaient avancer à l'aveugle, fonçant sur les meubles et cognant maladroitement les pieds des invités. Ils s'agitèrent ainsi pendant quelques minutes avant de s'arrêter brusquement, tous au même moment. Mal à l'aise, leurs convives les abandonnèrent sous différents prétextes, tous plus mensongers les uns que les autres. Pour Michael et Lisa, cet incident fut une révélation. Quelque chose se dissimulait dans leur maison. Ils auraient voulu partir, mais ils avaient signé un bail et ils ne pouvaient pas y mettre fin aussi facilement. Alors, comme ils n'avaient pas d'autre choix, ils essayèrent de gérer la situation au mieux. Au cours des semaines suivantes, les phénomènes se firent plus effrayants encore. Des bruits de pas résonnaient dans la maison, principalement à l'étage. De petits objets, des bibelots, des livres, etc. tombaient fréquemment des étagères. Des courants d'air glacés traversaient l'escalier du premier, et il se sentait souvent observé lorsqu'il regardait la télévision assis sur le canapé du salon. La nuit, des voix murmuraient des mots incompréhensibles à leurs oreilles, et quelque chose tirait sur leurs draps pour les arracher de leur lit. Michael sentait souvent une présence dans le couloir, juste devant la chambre de Brody. Elle semblait le défier. Elle lui faisait tellement peur qu'il ne tournait jamais le dos à la porte et qu'il évitait de s'aventurer dans le couloir à la nuit tombée. Un soir, Lisa se retrouva réveillée par une terrible brûlure à la jambe. Elle remonta rapidement le bas de son pyjama, découvrant une griffure sanguinolente de 15 cm sur sa cheville. Au même moment, des cris à glacer le sang s'élevèrent de la chambre de Brody. Affolée, elle se précipita dans le couloir. En arrivant dans la pièce, elle découvrit son fils debout dans son lit à barreaux. Il pleurait à chaudes larmes, pointant le mur derrière elle de son doigt. Lisa se retourna. Quand elle était rentrée dans la chambre, les portes du placard étaient fermées, mais maintenant, elles étaient grandes ouvertes. Quelques jours plus tard, la même scène se répéta, et Lisa décida de nouer une corde autour des poignets pour les attacher ensemble. Elle venait juste de terminer quand les portes se mirent à trembler violemment, comme si quelque chose essayait de sortir du placard. Au bout d'un moment, la force sembla se lasser, du moins en apparence. Le lendemain matin, le nœud avait été défait. Un après-midi, Lisa monta au premier pour chercher Brody, qui venait de se réveiller de sa sieste habituelle. Il gazouillait dans son lit.
Elle le prit dans ses bras et, se tournant vers le couloir, elle aperçut la grande silhouette sombre d'un homme. Elle fit un pas sur le côté pour se dissimuler derrière le mur. « Ça y est, il se montre enfin », songea-t-elle. Elle regarda à nouveau, mais l'homme était toujours là. Elle attendit quelques secondes et, quand elle regarda pour la 3e fois, il avait disparu. Une bouffée d'angoisse la submergea. Elle devait sortir de là. Elle ne pouvait pas rester une seconde de plus dans la maison. Serrant son fils contre elle, Lisa descendit précipitamment l'escalier et s'enfuit de la maison. Quelques heures plus tard, quand son mari revint du travail, il la retrouva sur le palier, complètement paniquée. Michael et Lisa ne savaient pas comment chasser la présence. Ils auraient voulu raconter leur histoire à un prêtre, mais ils n'en connaissaient aucun et ils n'osaient pas se confier à un inconnu. Ils finirent par parler de leurs problèmes à un ami, lequel les mit en contact avec Johnny Flores, un chaman amérindien surnommé Grey Wolf. À son arrivée, le chaman se sentit irrésistiblement attiré par l'escalier intérieur. Il leva les yeux vers le premier étage et tous les poils de son corps se hérissèrent. Intrigué, il demanda à Lisa si elle n'avait rien oublié de lui dire. Et cherchant dans ses souvenirs, elle finit par se souvenir de la planche Ouija qui avait été rangée dans le placard de sa chambre à coucher. Grey Wolf inspecta le placard, qui communiquait directement avec celui de la chambre du bébé, et il lui expliqua qu'un esprit, qui était venu par l'intermédiaire du Ouija, s'était attaché à elle. Alors brusquement, Lisa comprit que Vox les tourmentait. Étrangement, ni elle ni son mari n'avaient jamais fait le rapprochement entre les manifestations et leurs séances de Ouija. Le chaman lui conseilla de se débarrasser du jeu en l'immergeant complètement dans de l'eau, le seul élément ne permettant pas aux esprits de voyager. Et elle lui proposa d'utiliser la petite piscine gonflable de Brody qui se trouvait dans le garage. Il enveloppa la planche dans une de ses robes, puis il demanda à Lisa d'ordonner à Vox de partir, car il n'était plus le bienvenu ici. Et elle suivit consciencieusement ses instructions. Ceci étant fait, il plongea le Ouija dans la piscine, posant un lourd bidon de lessive dessus pour le maintenir au fond. Après son passage, les ombres qui planaient sur la maison se retirèrent, et littéralement. Le soleil rentrait davantage, les pièces étaient plus lumineuses, et ils se sentaient à nouveau chez eux. La planche resta dans la piscine pendant 6 mois, mais en janvier 2011, des phénomènes commencèrent à se produire, qui étaient si terrifiants qu'ils s'empressèrent de rappeler Grey Wolf. Le chaman brûla le Ouija, et Vox disparut à nouveau. Lisa et Michael auraient dû se sentir soulagés, mais ils avaient tellement peur que l'esprit ne revienne une 3e fois, qu'ils choisirent de déménager.